Écoutez, Washington DC est un miracle vu ce qui s'est passé, non? Je veux dire, ils peuvent inventer des chiffres bidons comme le fait le maire. Oh non, ça allait mal depuis 20 ans. Vous vivez ici, vous savez. Vous vous êtes déjà fait agresser? D'accord. Washington DC était un enfer et maintenant c'est une ville sûre. Et en fait, j'ai dit ce matin je déteste dire ça parce que ça ne sonne pas très bien, mais il n'y a pas eu de meurtre à Washington DC la semaine dernière. C'est la première fois de mémoire d'homme qu'il n'y a pas eu de meurtre en une semaine. Et je pense que la maire doit se mettre au travail parce que nous avons une situation et c'est une femme sympathique. Mais je vais vous dire, elle doit se mettre au travail. Pour rappel à nos téléspectateurs, il a donc déployé la garde nationale à Washington DC, sauf que le problème, c'est que les chiffres de la criminalité montrent qu'en fait, c'est pas si catastrophique. Non, c'est pas si catastrophique. Bon, moi, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, donc je connais bien la période où vraiment il y avait un problème de criminalité, d'homicide, où on avait une mère qui avait été chopée avec une prostituée en train de fumer du crack, qui a fini en prison, où il y avait un chef de la police qui était corrompu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui à Washington. On a fait baisser les statistiques de criminalité, ils ont fait plutôt du nettoyage en termes de corruption et tout. Et le problème avec Washington, il avait promis par exemple que maintenant vous pouvez aller au restaurant en toute sécurité, sauf que les chiffres au restaurant ont baissé. Il essaie surtout d'éradiquer des villes qui sont démocrates. Washington a toujours été très très à gauche, très contre des gens surtout comme Trump. C'est une ville très mixte avec beaucoup d'immigrés. Donc ce qu'ils sont en train de faire, c'est surtout ICE est en train d'arrêter des immigrés. On voit des photos avec des la police de l'immigration, la police de l'immigration qui sont en train d'arrêter des gens dans la rue cagoulés de manière assez militaire. Et pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, Elisabeth Shepherd-Sellam, ceci il veut aussi le faire à Chicago et à New York. Nous allons déployer la police fédérale dans un autre endroit que nous allons rendre sûr également. Nous allons rendre notre pays très sûr. Nous allons rendre nos villes très très sûres. Chicago est un désastre. Vous avez un maire incompétent, gravement incompétent. Et nous allons remettre cela en ordre. Ce sera probablement notre prochaine cible. Et ce ne sera même pas difficile pour les habitants de Chicago. Je reviens d'un voyage aux États-Unis. J'étais à Los Angeles et dans le Uber, il y avait le chauffeur était d'origine arménienne. Vous êtes certainement la seule personne à prendre un Uber à Los Angeles, Ronald Dato, je tiens à vous le dire. Non, mais je me sens coupable comme Français, mais surtout comme Canadien, parce que les Canadiens boycottent les voyages aux États-Unis. Et ma femme, mon fils et moi, nous sommes allés aux États-Unis. Donc, dans le Uber, c'est un Arménien, donc on discute avec lui, et lui, il était d'accord. On trouvait que c'est une bonne chose que Trump ait fait le ménage à Los Angeles. Parce qu'il y a trop de SDF, il y a trop d'immigrants, alors qu'il est lui-même, il avait un gros accent, il avait vécu 7 ans en Belgique avant d'émigrer aux États-Unis. Et lui, il était tout à fait d'accord avec l'idée de Trump de faire le ménage, comme tu l'as dit. Alors, moi, j'ai vécu à New York à 2 reprises, une fois dans les années 80, et c'était une ville très, très dangereuse. Oui. Il y a beaucoup de quartiers dans lesquels on ne pouvait pas aller. Personne n'achetait à l'époque à New York, il faut le dire. Non, mais absolument. Et j'y suis retournée dans les années 90, au moment où Giuliani était maire. Et ça a été un maire remarquable, parce qu'effectivement, la sécurité a été assurée à New York. J'étais encore, il y a 3-4 mois, je n'ai pas eu l'impression à New York d'une criminalité excessive. Il y en a toujours aux États-Unis parce que les gens tirent facilement sur quelqu'un qui les regarde mal. Moi aussi, mais oui, ça n'a rien à voir effectivement. Mais c'est parce que c'est des maires démocrates, c'est la seule raison. Mais c'est juste parce que c'est des maires démocrates. Moi, je me souviens, dans les années 80, on ne pouvait pas prendre le métro. Moi, j'étais là il y a quelques mois à New York, j'ai pris le métro. Bon, c'est comme le métro parisien, c'est pas très propre, il y a des SDF, mais on ne va pas se faire agresser. Alors que dans les années 80, c'était une réalité. Aujourd'hui, il se bat contre les démocrates, contre des grandes villes qui sont aussi des villes sanctuaires pour les immigrés, et c'est surtout ça qui le rend. Et au Texas, il veut redécouper la carte, il veut faire du gerrymandering. Ça, c'est très typique aux États-Unis, malheureusement, depuis le 19e siècle. Expliquez-nous, parce que maintenant, on va pas expliquer le gerrymandering comme ça en 2 secondes, mais allez-y. Alors, le gerrymandering, juste très, très rapidement, c'est le redessiner les lignes des circonscriptions, notamment pour soit privilégier une partie ou une autre. C'est quelque chose qui arrive depuis le 19e siècle, parce que la Constitution... En France aussi, sous la deuxième... Peut-être, mais aux États-Unis, c'est utilisé comme un outil politique, notamment pour favoriser une minorité, pour les démocrates ou une autre. Ils sont en train de le faire, notamment au Texas.
en retour, bien sûr, le démocrate qui est à la tête du Californie propose la même chose en faveur des démocrates en Californie. Alors, il faut expliquer aussi à nos téléspectateurs qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de faire des contrôles inopinés d'identité dans la rue. On n'a pas le droit d'arrêter qui que ce soit. Et donc, ce serait aussi une manière de rattraper le contrôle sur ces contrôles-là qui n'ont pas le droit d'avoir lieu. Non, surtout qu'aux États-Unis, on n'a pas une carte d'identité nationale comme ici. Donc, c'est le permis de conduire. C'est le permis de conduire. Si vous avez un permis de conduire, et dans les grandes villes, par exemple, New York, Washington, on n'a pas forcément de permis de conduire, un peu comme à Paris. Donc, c'est vraiment des manières de mettre le contrôle sur les immigrés dans des endroits où il y en a beaucoup. Et ça pose il y a un problème de juridiction. Enfin, il y a plein de problèmes juridiques, mais ça va dans le sens de son programme politique. Et le problème aussi avec l'autoritarisme de Trump, si on pourrait mettre ça comme ça, c'est qu'il prépare son avenir. Et je pense qu'il est sérieusement intéressé de comment rester, comment faire tout pour rester le plus longtemps possible. Parce que aujourd'hui, si on voit en fait ces connivences ou les convergences des régimes de ce qui est en train d'être instauré par Trump aux États-Unis, ou comment Poutine agit dans son propre royaume, il y a des vrais soucis parce que justement, si vous avez des opposants politiques comme l'ancien conseiller sécurité qui était justement le FBI, il a réquisitionné son bureau ou autre, John Bolton, et c'est fait d'une manière pour vraiment faire une sorte de rétribution des torts qui étaient causés au Trump. C'est quand même pas des manières très démocratiques. Justement, regardez ce qu'a dit Kash Patel à ce sujet. Il dit très clairement: personne n'est au-dessus de la loi. Les agents du FBI sont en mission. C'est le directeur du FBI, Kash Patel. Très clairement. Est-ce qu'il y a, selon vous, une chasse aux sorcières d'une certaine manière ? Mais il y avait une chasse aux sorcières dès le 20 janvier. J'avais déjà écrit sur le sujet au sein du ministère de la Défense, au sein du département de Défense. Et ça s'est juste élargi. C'est pour ça qu'il a mis Kash Patel, Bongiorno, qui est son deuxième, qui est un complotiste, qu'il a mis Pam de Bondi. Il a mis que des gens très loyaux pour pouvoir mener cette purge, cette chasse aux sorcières. Pour cette question, par contre, de 2028, à moins de changer la Constitution et les amendements de la Constitution, qui est très difficile, vu le nombre d'États quand même démocrates, ce qu'il peut faire, c'est tout simplement laisser son vice-président. Et il ne faut pas se leurrer, le vice-président américain est probablement plus dangereux. Cette projet 2025 est plus dangereux entre les mains de J.D. Vance et Rubio que de Trump. Ce projet 2025, justement, dont Trump a dit pendant la campagne qu'il n'avait rien à voir avec ça, un des piliers de ce projet 2025, porté par des think tanks comme la Fondation Héritage aux États-Unis, c'est de s'attaquer à l'état de droit dans l'idée que ça fait partie de ce que Trump appelle le marigot, qu'il est infesté par les gauchistes, les woke, des ennemis de l'intérieur, et qu'il faut, c'est ça la mission dont parle le chef du FBI nommé par l'administration Trump, qu'il faut déjà nettoyer l'État américain, le purger de ses éléments déviants. Mais ensuite, cette tendance à la militarisation, je vais dire, de l'action publique de la part de Trump, elle va au-delà de lui. Il a commencé son mandat déjà en graciant les émeutiers, on dit, du 6 janvier. C'était quand même un coup d'État. C'était littéralement une tentative de coup d'État que Trump gracie. Mais un an avant, pour terminer là-dessus, on se souvient qu'au Texas, on parlait déjà d'employer la garde nationale contre les immigrés. Il y a de plus en plus, je pense à Ron DeSantis, qui était à un moment le principal concurrent de Trump, qui parlait de tirer sur des immigrés, de les tuer. Voilà, ça va au-delà de Trump. On a un délire militariste qui s'installe aux États-Unis. Oui, il est dans la revanche depuis son élection. Il a le sentiment non seulement qu'on lui a volé les élections en 2020, mais que pendant son premier mandat, l'État profond l'a empêché de mener à bien son programme. Et donc, il est dans une logique aujourd'hui de vengeance, de punition. John Bolton, qui l'a employé pendant quelque temps, mais qui l'a ensuite viré, et qui le critique depuis, voilà, il se venge en organisant un contrôle du FBI chez lui. L'État profond, y compris la justice, parce qu'il y a eu du ménage également dans les procureurs, tout ce qui était autour de ces procès notamment. Ce qui a toujours été dans le système américain un peu le rempart contre l'autoritarisme, c'était la Constitution et la justice. On se souvient du premier mandat quand il s'est précipité pour remplacer certaines justices de la Cour suprême qui a pris leur retraite ou qui étaient décédées, justement par des gens qui pensaient
serait sur la même ligne idéologique que lui. Il fait la même chose aujourd'hui dans le département de justice et au niveau où il peut, des juges et autres. Et c'est très dangereux. Juste pour répondre à quelque chose qu'a dit Aurélien, c'est pas nouveau cette militarisation. Aujourd'hui, aux États-Unis, les armes depuis toujours, c'est juste que cette partie de la population a pris le contrôle. Et sous le contrôle, on se souvient des milices sur la frontière. Aujourd'hui, ces milices sur la frontière ne sont plus dans une minorité, ils ont simplement la Maison-Blanche. Et le plus inquiétant tout de même, c'est le Pentagone. Parce que quand on sait ce qui se passe avec l'Ukraine, quand on apprend les limogeages à foison de plusieurs membres des instances de sécurité nationale et militaire, le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, qui a limogé le chef du Pentagone, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a limogé un dirigeant du Pentagone dont l'agence a déterminé que les frappes de juin sur les installations nucléaires iraniennes étaient moins efficaces que ce que le président Donald Trump avait affirmé. C'est catastrophique pour les États-Unis. Ce qu'il est en train de faire, c'est un suicide institutionnel. Il est en train de détruire le tissu. Il a aussi limogé un des meilleurs spécialistes de la Russie. Ça, c'est probablement volontaire. Mais aussitôt qu'il y a une critique, ce que Trump fait, ou ses sbires, c'est de limoger les gens. Et vous vous rendez compte qu'est-ce qui ressortira de tout ça? C'est des États-Unis complètement affaiblis. Qui en tirera profit? C'est la Chine, la Russie et d'autres ennemis des États-Unis. Il y a quelque chose qui n'est certes pas totalement nouveau, c'est que pendant la présidence de George W. Bush, il y avait par exemple notamment le vice-président Dick Cheney qui allait à l'encontre de ses propres services de renseignement pour inventer des soi-disant preuves d'armes de destruction massive qui se trouvaient en Irak. Donc déjà, il y avait la volonté de faire taire l'expertise et l'indépendance des services de renseignement américains pour les soumettre aux politiques. Sauf que, et à la même époque, on avait cette théorie qui refait jour aux États-Unis, l'idée de l'exécutif trinitaire qui peut s'asseoir, y compris sur la justice, de l'intérêt, soi-disant, de la nation. Mais là où ça va beaucoup plus loin que jamais, c'est qu'il y avait encore, sous W. Bush, des contre-pouvoirs qui ont fait leur effet. Ces contre-pouvoirs, désormais, sont écrasés sous l'idée que c'est la loyauté à Trump qui prime et qu'elle prime sur les intérêts même du Parti républicain. Il y a un autre exemple qui, en fait, n'est pas du renseignement, mais de statistiques. Justement, le problème, c'est que Trump est en train d'imposer sa propre réalité. Et c'est ce qui s'est passé en Russie de Poutine. Poutine, il a réussi à imposer sa propre réalité, qui est un mensonge, mais qui est crédible parce qu'il y a toute une machine derrière qui est construite d'ailleurs sur la même base de loyauté qui marche sur ça. C'est-à-dire que si vous avez les chiffres qui montrent l'inflation, elle n'a pas baissé autant de %, voilà, vous êtes viré. Je trouve que c'est très très inquiétant. Moi-même j'ai vécu aux États-Unis pendant un an et c'est vrai que ça date cette période-là, mais ça me fait mal au cœur quand je vois ce qui est en train d'être fait au tissu institutionnel des États-Unis qui était censé d'être quand même une bonne modèle. Mais Gérard Haro, qui est souvent l'invité sur ce plateau, qui connaît bien les États-Unis, que vous connaissez bien, Sylvie Berman, il dit les institutions fonctionnent encore. Il y a encore un contre-pouvoir aux États-Unis. Vous êtes d'accord? Il y a encore un contre-pouvoir aux États-Unis, mais là-dessus, Sylvie Berman, oui. je vais me permettre. D'habitude, c'est dans l'autre sens. Non, absolument. Mais qui est de moins en moins puissant. C'est quand même la réalité. Je veux dire, quand on vire des juges, quand il a nommé à la Cour suprême des gens qui lui sont favorables, où est véritablement la justice? Donc il fonctionne, mais moins bien qu'avant. Je pense que les contre-pouvoirs, on oublie que c'est un système fédéral aussi. Et je pense que c'est au niveau des États qu'on voit le plus de résistance. Bon, Gavin Newsom, en ce moment, est très chaud pour faire de l'obstruction à Trump. Mais je pense que c'est là où on verra et où on voit déjà plus de pushback, de résistance. Pourquoi? Parce que c'est là où ils peuvent, au niveau national, au niveau de Washington, c'est difficile parce que tout le monde risque leur boulot, en fait. Où sont les démocrates? À part Newsom? Où sont les démocrates? C'est ça, ils veulent remettre encore Kamala Harris comme candidate. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Mme Harris, mais je pense que c'est un peu suicidaire. Il y a les midterms qui arrivent, les élections de mi-mandat. Non, ils sont absents, ils sont silencieux. Comme Elisabeth dit, à part il n'y a pas de... Ça prendrait quelqu'un, justement, avec un certain charisme, capable de parler aux masses et peut-être de revenir à un discours plus proche de la gauche que... D'ailleurs, Trump joue là-dessus. Il accuse les démocrates d'être des élites complètement déconnectées. Est-ce qu'il a complètement tort? Je ne suis pas convaincu. Et ils sont toujours dans un état de sidération. Encore, oui, mais là, ils n'ont pas fait l'autocritique.